Pris autre enjeu, l'économie française, bien évidemment. Est-ce qu'elle est clairement en danger aujourd'hui? Car la dette, elle n'attend pas, elle. C'est l'avertissement clair, d'ailleurs, qui a été lancé ce week-end par le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Il a adressé une lettre aux parlementaires pour les mettre en garde. Attendre la présidentielle pour voter un budget 2027, c'est choisir le désordre, alerte-t-il. Alors, la charge de la dette, elle explose. Un chiffre, 64 milliards d'euros cette année. Le déficit qui reste au-dessus de 5%. On va écouter les précisions de Corentin Alonso et on continue d'en parler avec nos invités. La tâche s'annonce ardue pour Sébastien Lecornu. Le Premier ministre prend donc les devants dès le mois d'août avec cette lettre adressée aux parlementaires, une lettre dans laquelle il les appelle à faire preuve de compromis pour adopter le budget 2027. Le Premier ministre avance d'abord l'argument du désordre en matière budgétaire, dit-il. Ne pas choisir est encore un choix et choisir d'attendre l'élection présidentielle pour adopter un budget 2027, c'est choisir le désordre. Le Premier ministre demande aux députés et aux sénateurs de faire preuve de responsabilité car la dette n'attend pas. Cette dernière est passée de 717 milliards d'euros en 1996 à plus de 3500 milliards d'euros en 2026. La charge de la dette représente désormais plus de 300 milliards d'euros dans le budget. En cas d'échec, les parlementaires voteront une loi spéciale en urgence comme en 2025 et en 2026 pour assurer la continuité des services publics et la continuité de l'État. Mais c'est une solution provisoire qui empêcherait, selon le Premier ministre, la future majorité de gouverner pleinement le pays. Une loi spéciale qui s'appliquerait sur plusieurs mois ne constitue pas une solution politique. Au moment même où les Français viendraient de choisir une direction nouvelle, ceux qu'ils auront élus seraient empêchés de la mettre en œuvre. Jean-Luc Mélenchon a répondu à Sébastien Lecornu. Le chef de la France Insoumise a promis la censure à son gouvernement. Alors, Laurent Capelletti, économiste, professeur au CNAM, est en liaison avec nous. Laurent Capelletti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a besoin de votre éclairage, puisque ma première question, elle va être assez simple. Au fond, la charge de la dette française, je le disais tout à l'heure, devrait atteindre 64 milliards d'euros prochainement. Alors, à quel point, déjà, cette trajectoire, elle est préoccupante, notamment par rapport à nos voisins européens. Et puis ma question, elle est d'ailleurs plus simple que cela. L'économie française aujourd'hui, est-ce qu'elle est en danger? Bonsoir Olivier de Kerenfleck. Oui, d'un point de vue charge de taux d'intérêt, c'est plus que préoccupant, hein. C'est dramatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout cet argent, donc 65 milliards, vous l'avez dit, mais tendanciellement, en fait, on rentre plutôt dans une période d'augmentation des taux d'intérêt, puisqu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont besoin d'argent. Et en plus, nous, comme on a un déficit, on est en demande, en fait, d'argent pour, en fait, financer notre déficit. Et donc, les projections, c'est si ça continue comme ça va être 70 milliards, 75 milliards, enfin, ça va pas cesser d'augmenter. Et cet argent, il faut le savoir, c'est plus que le budget consacré à la sécurité, plus que le budget consacré à la défense, plus que le budget consacré à la recherche. Donc c'est de l'argent en fait qui nous manque là où on a des réels besoins. Donc il faut absolument reprendre le contrôle. Et d'ailleurs, nos taux d'intérêt augmentent parce qu'en fait les investisseurs sentent, c'est pas par hasard si ça arrive maintenant, cette augmentation de taux, ils sentent qu'à l'Assemblée nationale, ça pourrait patiner, qu'on va arriver sur aucun compromis justement pour réduire le déficit et la dette. Et donc, de ce point de vue-là, oui, c'est alerte rouge, hein, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on le dit. Qu'on le dit, mais s'il n'y a pas de budget, puisqu'il a dit c'est choisir le désordre, s'il n'y a pas de budget 2027, dit le Premier ministre, concrètement, c'est quoi les conséquences économiques d'une absence de budget prolongé? En d'autres termes, qui va trinquer? Alors, sur j'allais dire, le train courant de l'État, c'est-à-dire le paiement des fonctionnaires et des engagements pris, ça continuera. Mais le problème, c'est qu'en fait, nous dépendons des investisseurs, pour une grande part, en fait, étrangers. Donc, quand ils vont voir, en fait, qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord, alors je passe sur des compromis, sur des mesures pour réduire notre dette et notre déficit. Ça, je crois que malheureusement, j'espère le contraire, bien entendu, j'espère un sursaut de responsabilité, mais on va avoir du mal. Alors si en plus on n'arrive même pas à avoir un budget, ben là nos taux d'intérêt, eh bien ils vont continuer à Ouais, augmenter, ils bien vont entendu. Et les exploser. conséquences, c'est ce que je vous dis, et des taux d'intérêt, alors au plan micro pour les Français,
des taux d'intérêt qui augmentent. Ben, pour les entreprises, c'est des problèmes pour investir parce que les emprunts sont plus chers. Pour emprunter pour l'immobilier, c'est plus cher, etc., etc., etc. Est-ce il y aurait des mesures courageuses? Alors, je sais que cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a déjà prévenu, il va censurer le prochain budget de Sébastien Lecornu. Mais au-delà de cet aspect politique, quelles sont les véritables mesures courageuses qu'il faudrait prendre aujourd'hui pour se sortir de cette situation particulièrement inquiétante, cette situation économique? Ben, donc, cher Olivier de Carenfleck, on en a déjà parlé. En fait, d'un point de vue économique, on les connaît. C'est-à-dire qu'en France, on souffre de deux grandes choses, ce qui explique en fait notre déficit et notre dette abyssale. La première, c'est qu'on a un système en fait où on manque de création de richesse pour le financer. Et la richesse, ça vient essentiellement du travail. Donc manque de quantité, manque de qualité du travail. Ça, c'est la première. Donc une mesure courageuse aurait été l'inverse de ce qui a été fait l'an dernier, par exemple. Hmm. Ne pas suspendre la réforme des retraites. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il faut prendre des mesures courageuses. Alors ça demande d'y voir un peu clair, mais en fait de réduction effectivement de dépenses qui sont improductives, de réduction de niches fiscales qui sont improductives, mais simplement, il faut le mesurer et puis le qualifier. Et troisièmement, on a, vous le savez, un certain nombre de fraudes, fraude sociale, on a plus de 50 milliards par an, fraude fiscale, plus de 80 milliards par an. Donc, par un contrôle de gestion beaucoup plus rigoureux, il y a là des sources d'économie. Donc, voilà les deux grands d'un point de vue économique. Après, malheureusement, politiquement, il faut arriver à des accords là-dessus, et on en est loin, semble-t-il. Merci Laurent Capelletti. C'est intéressant de vous entendre puisque au moins on comprend qu'il y aurait des solutions. Vous avez évoqué l'inquiétude des chefs d'entreprise puisque les entreprises, bien évidemment, elles doivent continuer d'avancer. Mais là, dans le brouillard, alors comment les chefs d'entreprise vivent-ils concrètement cette incertitude? Quelles craintes, quels risques, quelles décisions d'ailleurs peuvent être déjà prises sur le terrain? On va en parler à Sophie de Menton, que nous connaissons bien sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir, merci d'être avec nous dans Punchline été. Alors on a bien compris que ce contexte de dette élevée et d'incertitude budgétaire va peser sur les chefs d'entreprise. Quelles sont les principales craintes à ce jour? Écoutez, tout ce que j'entends là me semble une vaste plaisanterie. C'est-à-dire? Le mot entreprise n'est pas prononcé, ni par le Premier ministre, ni par l'Assemblée, ni par les candidats à l'élection présidentielle, ou quasi pas. Je veux dire que l'entreprise est la grande ignorée. Les Français sont 84% à penser que ce sont les entrepreneurs qui peuvent tirer la France d'affaires. Ils ne sont pas écoutés. Nous vivons dans quelques jours, mercredi et jeudi, le grand rassemblement des entrepreneurs de France fait par le MEDEF. Tout ce que nous avons fait, même nous, entrepreneurs, c'est d'inviter les candidats qui ont les meilleurs scores probables pour l'élection. Donc on va aller écouter Monsieur Mélenchon qui expliquait qu'il fallait mettre la dette au feu et les entrepreneurs au milieu. Nous allons avoir un plateau télé où on va les écouter. Alors qu'il faudrait aujourd'hui qu'ils soient assis dans les gradins et que ce soit les entrepreneurs qu'ils écoutent. Donc vous parlez des solutions dans les grandes lignes et vous avez raison de le faire, mais pour l'instant tout repose sur les boîtes. C'est-à-dire qu'on nous taxe indéfiniment, que ce soit sur la non-indexation des retraites, pourquoi pas, que ce soit sur les riches qu'il faut évidemment taxer encore plus que les autres. Nous avons là le 1er septembre une obligation pour nos entreprises de facturation électronique, alors qu'on vient de constater qu'on n'était même pas fichu au sein de l'État de protéger nos données à Bercy, et on voudrait qu'on mette toutes nos données commerciales le 1er septembre par obligation. Nous vivons une situation kafkaïenne. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui supporte qu'on évoque un nom politique. Et je remarque aussi une chose, même à ceux qui sont invités à ce rassemblement, dont j'espère on va tirer quelque chose. Il y en a une qui a écrit un bouquin, la seule qui a écrit un bouquin sur l'économie, et exclusivement sur l'économie, et qui a déjà tout prévendu sur Amazon, c'est Sarah Knafo.
Bon, elle s'intéresse vraiment et on a l'impression quand on l'écoute qu'il y a une compétence entrepreneuriale. Alors on l'accuse d'extrême droite, mais elle a un programme économique qui est l'antithèse absolue de l'extrême droite, évidemment. Sachant que l'extrême droite qu'on va écouter a le même programme que M. Mélenchon. Donc, les chefs d'entreprise sont ulcérés. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il n'y a pas trace d'une économie de l'État. Citez-moi quelque chose, une économie de l'État toute bête. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais alors Sophie de bien... Menton, que doit faire l'État? Que demandent très concrètement les chefs d'entreprise pour relancer notre économie, pour relancer notre dynamisme? Laissez-nous vivre. Arrêtez de tous les 2 jours nous mettre une obligation, une taxe, une menace, une retraite, bouger l'âge de la retraite, donner 1 mois de plus de congé si on fait un enfant et au père et à la mère. Arrêtez de vouloir. Si on a été malade pendant les vacances, là, je signale, pendant 15 jours, eh ben, vous avez le droit de prendre 15 jours de congé sur le travail que vous allez effectuer dans votre entreprise. Donc, c'est un gag. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire le BBZ, Business Base Zéro. C'est-à-dire qu'on confie à un ministre l'ordre de convoquer tous les gens de son ministère. Chacun doit regarder tout ce qui est en jeu et diminuer. Qu'est-ce qu'on peut diminuer? Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Qui doit-on diminuer? Il faut absolument faire ça. Il faut supprimer un nombre d'organismes inimaginables, alors que, pardonnez-moi, le Premier ministre, plein de bonne volonté, vient de dire à propos de la déclaration donc de nos finances, la déclaration électronique, il vient de dire qu'il fallait faire un organisme supplémentaire de contrôle. Mais les bras vous en tombent. Dans n'importe quelle entreprise, il y a un responsable d'administration qui a été responsable du non-contrôle de notre sécurité. Il doit être viré à la seconde. Je ne l'en veux pas, je ne sais pas qui c'est. Mais dans n'importe quelle entreprise, quand il foirait complètement le contrôle, on est viré. Et bien là, on va recréer éventuellement, sur un malentendu, une nouvelle organisation de contrôle. Donc, si vous voulez, pardonnez-moi, je suis virulente, mais je pense sincèrement que tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient artisans, boulangers, kinés, à leur compte ou grands groupes, ressentent la même chose. C'est une indignation. Merci beaucoup, Sophie de Menton, d'avoir partagé votre avis ce soir. Alors, laissez-nous vivre. Général Bertrand Cavalier nous dit, Sophie de Menton, ce soir, voilà la parole portée par les chefs d'entreprise. Et puis, eh bien, vous, autorité, État, fonctionnaires, regardez aussi vos dépenses inutiles. Coupons les dépenses inutiles. Moi, ça qu'on retient ce soir, laissez-nous vivre. J'ai une double carrière, une de haut fonctionnaire, en l'occurrence la gendarmerie. Après, j'ai créé un cabinet de conseil, j'ai des salariés. Donc, vous êtes chef d'entreprise. Et je travaille au contact des entreprises. Bon. D'abord, si on fait un constat, ça fait 40 ans, plus de 40 ans que tous les partis sont tombés dans la démagogie. La dette n'a cessé d'augmenter. Deuxièmement, on accuse les politiques, mais les Français votent. Et je suis désolé de dire, mais une partie des Français, Jean-Pierre Levade le dit, c'est que la valeur travail... bien d'une certaine manière, a subi une grande érosion en France. C'est-à-dire qu'une partie des Français sont plutôt dans l'hédonisme. Troisièmement, quand vous parlez des marges de progression, bien sûr, simplifier, diminuer la fiscalité. On a le taux d'imposition le plus élevé. C'est une évidence. Les 35 heures, n'oublions pas qu'on a mis en place les 35 heures alors que l'Union européenne devenait un espace ouvert. Et donc, ça a eu des effets... désastreux parce qu'on a des pays qui sont beaucoup plus compétitifs. 35 heures, oui, mais dans une Europe qui se serait protégée. Bon. Et quand vous parlez de la fonction publique, moi j'ai servi pratiquement 36 ans, le nombre de fonctionnaires font bien leur travail, mais il faut quand même dire les choses. C'est qu'il n'y a aucune analyse de la véritable productivité de la fonction publique. Vous prenez... les sommes sont colossales. On a une fonction publique pléthorique, mais un fonctionnaire qui ne fait rien ne risque rien. C'est-à-dire que dans une entreprise, quelqu'un qui ne fait rien, normalement... Il est viré. Non, il est viré. Mais dans toutes les administrations, il y a une part notable des gens qui ne font rien, qui sont incompétents. Il y a aussi une contestation de l'ordre, une contestation de le supérieur hiérarchique. Alors, pas tous les fonctionnaires qui... Non, mais je vous dis, une partie... Vous savez comment ça fonctionne, la fonction publique ? Ouais. Je vais vous le dire. Mais vous la connaissez mieux. Vous avez une partie qui est consciencieuse, qui permet à la machine de tourner, mais qui commence à en avoir marre de voir qu'une autre partie ne fait rien et attend tranquillement la choisissant de la retraite. Parlant de la retraite... Carrément, le général Bertrand Cavalier met les pieds dans le plat ce soir. En réalité, quand on réfléchit bien, depuis plusieurs décennies, la France n'a jamais remboursé
un seul centime du capital de la dette. Jamais. On a toujours augmenté le capital et les intérêts continuent de suivre. En 2032, les intérêts vont coûter 130 milliards. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les projections. Aujourd'hui, on a 65, dans 6 ans, on a 135 milliards. L'équation mathématique facile. On a les taux d'intérêt plus élevés, 4,10 depuis le 18 août. On est revenu au taux de 2008, la crise financière, qui pouvait s'expliquer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'explication. Les taux d'intérêt qui augmentent. 2, les déficits qu'on n'arrive pas à réduire. 3, tous les candidats veulent maintenir l'État-providence. Donc les mêmes dépenses de santé, de sécurité, d'école. 4e point, les entreprises, et avec les taux très élevés. Ce cocktail, aucun candidat à l'élection présidentielle n'est capable de le résoudre parce que tant qu'on défend l'État-providence, on ne peut pas réduire la dette. Et à la fin, on connaît, c'est Nicolas qui paie. Le défi éducatif, l'effondrement du niveau mathématique. On arrive au terme, mon cher général Bertrand Cavalier. Le défi éducatif, bien évidemment. Qui est central pour demain. Merci à tous les deux. Merci à vous, chers auditeurs d'Europe 1, téléspectateurs de CNews, d'avoir suivi Punchline été. Merci à Coralie de la Place de m'avoir aidé à préparer cette émission. David Brunet, Patrick Urban. Sur Europe 1, vous restez avec nous tout de suite. C'est Guillaume Lariche, Europe 1 Soir, et sur CNews, Élodie Huchard, bien évidemment. L'heure des Pro 2. Je vous retrouve à 22h. À très vite.